On va parler de communication de crise et de bonnes pratiques. Donc, est-ce que ça vaut le coup de revenir sur ce qu'est un peu la communication de crise ou pas? Là, on peut rapidement redéfinir Oui. Voilà. ce que Bah, c'est. voilà, c'est de rappeler qu'en fait, la communication de crise, bêtement, c'est quand une crise survient et qu'en général, on ne l'a pas prévu, et qu'elle va nous impacter, en tout cas, qu'elle va faire qu'on risque d'en souffrir. Voilà, et on risque surtout d'être jugé responsable du déclenchement de cette crise. La grande difficulté de la communication de crise, c'est qu'elle va nécessiter en fait de mettre en place un dispositif qui est global, qui va concerner à la fois les salariés, la communication interne, la communication institutionnelle, c'est-à-dire ses partenaires, ses banquiers, souvent aussi la relation presse, parce que là, il faut faire face aux questions des journalistes qui généralement sont assez sévères, et la relation publique, parce qu'on a aussi l'image de son entreprise qui risque d'être affectée par la crise qui nous tombe dessus. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Beaucoup de choses d'un coup. Beaucoup d'entreprises ne sont pas forcément prêtes en fait, à gérer ça assez facilement. D'abord parce que tout dépend de la gravité de la crise qui nous tombe dessus. Ça peut être... c'est ça où les bonnes pratiques vont dépendre en fait de la crise et des conséquences qui vont en découler. Bonjour. 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 Je continue? Oui, très bien, merci. Ouais. Tout va dépendre de sa gravité, de ce qu'elle va impacter. Ça peut être effectivement soit un rappel de produit, bon, ça encore, ça se gère. Ça peut être un accident grave qui peut mettre en jeu la vie de personnes, une pollution, enfin, tout dépend. Donc, les bonnes pratiques vont vraiment dépendre de la gravité de la situation à laquelle on est confronté. La meilleure solution, bon, il faut agir très très vite, c'est ça la grande difficulté. Le chef d'entreprise, il a toujours le nez dans le guidon et tout d'un coup, ça lui tombe dessus. Comment s'y prendre? On n'est jamais préparé, en fait, à la gestion d'une crise, ou rarement en tout cas. Et c'est là que ça devient complexe. On doit tout gérer en même temps, il faut tout arrêter pour s'occuper de ça. On a la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là. Bon, d'une part, la première bonne pratique, c'est d'essayer, c'est tout arrêter et de se dire qu'il faut immédiatement s'en occuper. Donc, il faut agir très, très vite. Ça, c'est le premier point. Agir très vite ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, il faut quand même réfléchir. Et en matière de gestion de crise, on a toujours, en fait, 3 solutions envisageables. Et c'est ces 3 solutions-là qu'il faut essayer d'analyser avant de pouvoir opter pour une réponse. C'est soit l'admettre, je vais enfoncer des portes ouvertes, je suis désolé, hein. Soit l'admettre, soit ce qu'on appelle la théorie de la porte latérale, c'est-à-dire on va botter en touche, on va essayer de changer l'angle de vue, décider que ce n'est pas forcément notre faute ou quoi que ce soit, ou la refuser. Mais selon le scénario ou la réponse que l'on va adopter, il faut réellement qu'on puisse l'argumenter. Ça, c'est le premier point. Donc, prendre un minimum de temps pour réfléchir avec ses équipes, évidemment, à la solution que l'on va choisir, les réponses que l'on va pouvoir apporter, les contradictions, comment y répondre, quand on va nous attaquer, comment répondre aux attaques, quels arguments avancer. Ça, ce sont des éléments très importants. Ensuite, il faut s'y tenir. Moi, les fois où j'ai géré pour le compte d'entreprises
deux, trois grosses situations de crise, en règle générale, il est préférable déjà de ne pas la prendre par la presse. Donc là, la situation devient totalement incontrôlable. Quand on sent que l'information va filtrer, va sortir, là, on ne gère plus rien du tout. Donc, il faut réussir à comprendre comment tout va s'enchaîner et choisir le bon moment pour pouvoir être le premier à l'annoncer. En règle générale, ça marche plutôt bien. On est redevable au chef d'entreprise d'avoir pris la parole pour annoncer qu'il y avait ça. C'est un acte de bonne volonté qu'on lui attribue. Ça, c'est une bonne pratique. Vaut mieux maîtriser complètement sa communication. Et maîtriser sa communication veut dire être à l'initiative de l'annonce, de l'information, même si elle ne fait pas plaisir. On n'a pas le choix. De toute façon, à un moment ou à un autre, elle sortira. Donc, première bonne pratique, c'est vraiment déjà de maîtriser la situation en décidant soi-même de prendre l'initiative de l'annoncer. Et évidemment, il aura fallu préalablement avoir bâti un argumentaire. Et c'est là où on aura opté pour l'une de ces fameuses 3 solutions, soit accepter la situation et dire quelles mesures on va mettre en place pour la surmonter et si possible y mettre un terme, soit considérer qu'on n'en est pas vraiment responsable. Là, en général, ça ne marche pas bien. Hein. Les politiques ont souvent adopté ça en disant « c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre ». On a l'exemple de François Fillon, on voit à quoi ça l'a amené. Lui, il y était pour rien. Il accusait ses concurrents en fait, d'essayer de le priver de se présenter à la présidentielle. Ça a marché. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et bien sûr, refuser. Alors, refuser, dire non, ça, c'est pas de notre faute, pas du tout. À mon avis, ce n'est pas non plus une bonne solution, une bonne pratique. Elle a été longtemps pratiquée par les Russes, et même aujourd'hui les Chinois, les Russes notamment sur Tchernobyl, et aujourd'hui même les Chinois ne l'utilisent plus. Donc c'est dire que celle-là, elle n'a pas vraiment aujourd'hui d'adeptes. En matière de refus, il y a une autre possibilité, c'est d'essayer de minimiser la situation. C'est toute la grande difficulté. Je ne sais pas comment Emmanuel Macron va se sortir de l'affaire du coronavirus, mais est-ce qu'on va découvrir plus tard que le nombre de morts a été minimisé? Ce serait catastrophique pour lui. Ça aussi, c'est à prendre en compte en termes de gestion de crise, pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas si vous vous rappelez de la canicule de 2003, ce sont les pompes funèbres qui finalement ont annoncé le nombre de morts à ce moment-là, et ça a détruit la communication qu'en avait fait le gouvernement pendant l'été. Donc, pour un gouvernement encore, ça passe puisqu'il ne reste pas à vie à la tête de l'institution. Pour une entreprise, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle doit gérer sa pérennité, elle doit gérer son image et sa réputation, et Dieu sait si c'est difficile de réussir à acquérir une excellente image auprès de ses clients et de ses consommateurs. On la perd beaucoup plus rapidement qu'on réussit à en obtenir une. Voilà. Donc, c'est fort délicat et il faut réussir à surmonter ça. Donc, les bonnes pratiques, tout bêtement, j'ai beaucoup de difficultés à donner des points très précis parce que tout dépend de la crise à laquelle on est confronté. Mais en tout cas, avec assurance et certitude, premier point, il faut aller vite. Deuxième point, il faut quand même réfléchir aux scénarios qui vont se présenter et à la solution qu'on va adopter et l'argumenter. Ça, ce sont déjà des éléments indispensables qu'il faut pouvoir mettre en place rapidement. Bâtir une cellule de crise, ça, on le fait avec ces équipes rapprochées, forcément. On peut faire appel évidemment à un extérieur. Moi, j'ai tendance à penser, mais je défends aussi dans ces cas-là mon boulot, qu'effectivement, c'est bien d'avoir un regard extérieur parce que d'une part, lui n'est pas affecté directement par la situation et
peut vous apporter un peu de sérénité et surtout un peu plus d'objectivité puisqu'il n'est pas dans l'émotion. Quand on est patron d'une entreprise, qu'on a passé tant d'heures, tant d'efforts à monter, monter sa boîte, de voir qu'elle risque d'être fragilisée par quelque chose qu'on n'avait pas prévu, pas maîtrisé, et peut-être même pas anticipé du tout, enfin anticipé ça c'est sûr, c'est très difficile parce que là vous vous êtes touché personnellement. Donc c'est bien dans ces cas-là d'avoir un extérieur qui va vous apaiser, qui va vous calmer, qui va vous dire écoutez, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier, ça se gère. Après, il faut qu'il apporte les bonnes réponses et qu'il assume cette communication-là. Que dire d'autre rapidement, parce que là j'ai brossé un tableau assez rapide, et puis on pourra ensuite parler, si vous le voulez, du coronavirus, parce que là, à mon sens, c'est une crise comme on n'en a jamais vécu avant en termes de communication. On n'a pas d'antériorité là-dessus. C'est pas une crise qui nous impacte, nous, directement dans notre image, puisqu'en fait, toutes les entreprises sont aujourd'hui affectées par ce qui se passe. Mais comment peut-on réussir à en tirer quelque chose de positif pour notre entreprise? J'ai un exemple là-dessus qui est plutôt pas inintéressant. Mais je pense qu'avec... là, on a quelques personnes. Il y a peut-être des questions que vous souhaitiez poser les uns les autres, qui vous viennent à l'esprit. Quelqu'un veut commencer? Oui, ici, je peux parler ici, Olivier Alus, la Rakuten Aquafadas. Moi, je pense que cette crise, elle a une caractéristique pour les décideurs lors d'entreprise qui sont assez spécifiques. La première, c'est la durée. Ouais. Et donc, en termes de communication, comment nous gérons la communication sur cette durée? La deuxième, c'est qu'elle affecte tout le monde. C'est la même crise qui affecte toutes les entreprises. Habituellement, quand il y a une crise, c'est une crise qui affecte une entreprise. Là, elle affecte tout le monde, toutes les entreprises. Donc, tout le monde, toutes les entreprises, 100% aujourd'hui sont affectées par cette crise. Donc, tous les décideurs communiquent sur le même sujet, sur la même chose. Nous sommes inondés de communication, à la fois nous, décideurs, à la fois nos collaborateurs. Donc, comment notre communication aussi, elle va être forcément comparée à d'autres communications, interprétée avec les autres communications, etc. Donc, je pense que ça fait deux sujets. Un, donc je répète, comment gérer sur la durée la communication, quel est le bon rythme, etc. Et deuxièmement, comment nous gérer au milieu d'un flot de communication qui communique, tout le monde communique sur la même chose. Voilà. Ça, pour moi, c'est les deux enjeux qui ne sont pas faciles à gérer. Non, alors j'ai tendance à penser que effectivement, chacun va communiquer un peu sur les difficultés qu'il a à traverser cette crise. Les organisations professionnelles, que ce soit le MEDEF, que ce soit la CPME, le font déjà pas mal et gèrent effectivement, font l'interface entre les services de l'État, quelque part communiquent aussi auprès des consommateurs pour expliquer que les entreprises ont d'énormes difficultés à s'approvisionner, à avoir du personnel sur place, à protéger leur personnel correctement, etc. Je ne vais pas parler de cacophonie, mais au fond, là-dedans, la communication que vous pourriez faire autour de ça, elle sera noyée par la même communication que toutes les autres font. Moi, concernant les entreprises du digital, du numérique, je me suis bêtement dit qu'en fait, il fallait peut-être justement communiquer, utiliser un angle de communication peut-être complètement différent. Nous sommes impactés, nous souffrons comme toutes les autres, mais nous, société du numérique, du digital, qui maîtrisons parfaitement des outils qu'aujourd'hui vous devez utiliser, le télétravail, des outils logiciels que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser puisque le télétravail, ils le pratiquent très peu.
les entreprises du digital sont aussi considérées, et c'est une communication qui a beaucoup fonctionné, comme des sociétés qui sont agiles et prêtes en fait à surmonter rapidement une difficulté, un retournement de marché. J'attendais, moi, avec beaucoup de curiosité, la façon dont les sociétés du numérique allaient rebondir sur cette crise. En gros, qu'est-ce qu'on peut amener ? Et là, je prends le contre-pied, c'est-à-dire de plus parler en fait à ce moment-là de la difficulté que l'entreprise rencontre dans son fonctionnement quotidien, mais de dire on est tous dans la même barque, c'est très difficile. Qu'est-ce que nous, on connaît et quels sont les outils qu'on utilise qui pourraient demain vous être utiles dans votre nouvelle manière de travailler, en matière de télétravail, etc., voire sur des solutions disruptives qui pourraient être proposées. En fait, c'est d'essayer de prendre des biais qui vont amener de l'information ou de l'aide très positive aux autres. Vous voyez, c'est tout bête, ça vous amène rien, sauf ça pourrait vous amener une certaine bienveillance de la part de tous ceux qui aujourd'hui sont en train de galérer sur un ordinateur à essayer de travailler sur un réseau à distance. En disant, voilà, nous, dans les pratiques quotidiennes, on utilise ça, ça, ça et ça. On sait que ça fonctionne. Vous pourriez vous aussi l'utiliser pour communiquer entre vous, etc. C'est peut-être un petit peu léger ce que je dis, mais ça ne m'aurait pas déplu, moi, en tant que consommateur et en tant qu'observateur de la vie économique, de me rendre compte que des entreprises qui maîtrisent des technologies qu'aujourd'hui tout le monde doit utiliser un peu par la force des choses, c'est la fatalité qui les amène à ça, et bien que vous apportiez votre expertise et votre expérience là-dessus pour donner des bons conseils en matière de visio, de conférences, les bons outils, de dire comment fonctionner. Essayez de se démarquer par du positif. Il y a tellement de négatifs que dans une crise comme celle-là, dont vous n'êtes absolument pas responsable, et tout le monde le sait, personne n'est responsable, comment se démarquer en termes de communication. La communication de crise peut être aussi une communication positive. Si vous réussissez à donner des solutions pour aider les gens à mieux fonctionner dans leur propre activité parce qu'ils sont complètement perdus. Donc, Pierre, j'ai une question. Est-ce que je me suis bien exprimé ou pas? Pierre, est-ce que je peux faire une question pour compléter Emmanuel Mouton donc de Sinox? Je sais, Emmanuel, je te reconnais. Bonjour. Merci de participer en tout cas et de amener ta vision. Pour compléter ce que demandait Olivier, c'est vrai qu'il y a une communication sur le maintien de l'activité et on est tous confrontés à la même situation. Mais les questions que se posent aussi les chefs d'entreprise, c'est est-ce qu'on ne va pas être un peu opportuniste d'essayer de communiquer sur de la crise en essayant, de maintenir son activité, donc son activité économique. Bien sûr. Et en fait, c'est un peu la question de dire comment communiquer sur les produits, sur nos offres dans une période comme ça. Alors c'est une période assez difficile psychologiquement et sanitairement pour communiquer, pour maintenir l'activité économique. Alors il y a le côté, on est tous dans la même galère et quels sont les outils qu'on utilise, ça c'est le maintien de l'activité, donc rassurer les clients sur le fait qu'on continue l'activité. Et comment finalement perdurer dans cette activité. Oui. Alors, tout va dépendre du produit qu'on commercialise. Et c'est là aussi qu'une réunion, un brainstorming avec les équipes, de dire comment on va rebondir sur l'actualité en imaginant à partir des technologies et des savoir-faire que l'on a, on peut apporter, grâce à nos solutions, une réponse à un souci qui se pose
aujourd'hui au niveau national. C'est le cas, je prends l'exemple dont on a parlé hier. Personne, on va être honnête, moi j'ai été un des tout premiers membres du Fab Lab Labsud à Montpellier à l'époque. Et puis quand on commençait à parler des imprimantes 3D, bon, ça paraissait pour beaucoup un peu anecdotique, quoi. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ces imprimantes 3D peuvent mouler, produire des pièces qui vont permettre d'utiliser les masques Decathlon comme respirateurs. Et c'est là où il y a une communication opportuniste qui peut se mettre en place dans le cadre des Fab Labs qui sont en mesure de produire rapidement, d'autant qu'en plus, le fichier Sketch, il a déjà été développé par les Italiens. Finalement, ce sont les Italiens les premiers qui l'ont fait. À Montpellier, on a eu 2-3 tentatives, mais qui n'ont pas pris, et pourtant, les pièces ont été fabriquées avant qu'on en parle, avant que Decathlon mette à disposition ces masques. C'est un exemple. C'est un exemple, mais je trouve que c'est un bon exemple parce que là, tout d'un coup, on va se rendre compte effectivement de l'utilité de ces imprimantes 3D qui, aujourd'hui, laissent perplexe quand même la plupart des consommateurs, en se demandant à quoi ça sert. Bon, ben non, là, on en voit l'utilité directe. Vous avez chacun, dans vos activités, très probablement moyen de détourner une de vos technologies pour répondre à un enjeu. Il faut, peut-être pas toutes, mais c'est possible. C'est possible. Réfléchissez-y. Et à mon avis, ce sera le moyen de vous démarquer parce que on ne peut pas communiquer aujourd'hui, comme on le faisait hier, en termes marketing, sur la qualité de ces produits. On ne remet pas en cause la qualité de vos produits, loin s'en faut. Mais aujourd'hui, le focus s'est quand même pas mal déplacé et les préoccupations sont celles, en fait, aujourd'hui de survenir à des besoins en matière de respirateurs, de masques, finalement de sauver des gens et de rendre service à la société. Je pense que si on prend ce principe-là, comment on va pouvoir rendre service à la société grâce aux technologies qu'on a développées, là, on va se démarquer. Vous allez attirer l'œil des journalistes qui vont parler de vous. Je prends l'exemple pour lequel je travaille encore beaucoup, et j'ai encore des choses à faire pour eux cet après-midi, d'Éminence, qui n'est pas du tout une boîte de nouvelles technologies, on est d'accord. Hein. Eux perdent l'intégralité de leurs commandes. Il n'y a plus une grande enseigne de la distribution qui commande des caleçons, qui commande des slips, rien. Donc, les chaînes s'arrêtent. Eux ont du tissu et le patron, qui est un ESC et un type qui est quand même très branché marketing, communication, dit on a du tissu en stock sur les bras, ce tissu peut être utilisé et si on envisageait la possibilité déjà de fabriquer des masques pour nos propres employés, ceux qui continuent à travailler, de manière à les protéger, et deux, pourquoi pas en vendre ou en produire pour les forces de l'ordre, les secours qui interviennent sur le terrain et qui manquent de masques. C'était la semaine dernière, c'était la grosse question de la semaine. Et ils se lancent là-dedans. Ça leur rapporte rien, mais en revanche, en termes d'image de marque, c'est énorme parce que du coup, ils livrent l'armée, ils livrent les sapeurs-pompiers, dont les sapeurs-pompiers d'Alsace, qui, eux, on le sait, sont très concernés par la pandémie. Aujourd'hui, ils ont une quinzaine de SDIS qui leur ont commandé des masques. Et ces masques, en plus, sont plutôt pas mal, puisque la DGA les a évalués, et ils ont des caractéristiques identiques aux masques chirurgicaux, sans avoir la fameuse norme FFP2 qu'on ne connaissait pas il y a encore 3 semaines. Hein. Je ne sais pas si toi, tu la connaissais, Emmanuel. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais maintenant, on sait tous ce que c'est. Et en fait, cette crise
a permis pour Éminence une communication opportuniste, où ils se sont lancés dans une production qui, effectivement, ne va pas forcément rapporter beaucoup, puisqu'ils vendent à prix coûtant, mais en termes d'image de marque, c'est incroyable parce qu'ils font la démonstration d'une bienveillance vis-à-vis de leurs salariés, d'une bienveillance vis-à-vis des secours, en disant on n'a pas de masque, on en produit. Au moins, ce sera toujours ça pour vous protéger. C'est de montrer en fait son utilité publique. Et du coup, ils sont passés sur Public Sénat. Ils passent ce soir ou demain sur Europe 1. Il y a des papiers dans Le Monde, des papiers dans Le Figaro, dans Les Échos, Midi Libre évidemment, dans l'Usine Nouvelle. Il y a une énorme communication en fait qu'on n'aurait peut-être jamais pu avoir d'habitude, mais du coup qui a mis évidence en avant comme une société qui s'impliquait de manière citoyenne dans la lutte contre le virus, contre le Covid-19. Si aujourd'hui, effectivement, ça ne leur rapporte pas de chiffre d'affaires vraiment, ça a permis de rouvrir une usine et de continuer à faire travailler des gens, et ça c'est bien. Et ça a aussi montré qu'il était important qu'on ait des productions stratégiques maintenues en France. Et ce qui est l'industrie textile se bat depuis 15 ans pour essayer d'obtenir ça. Cet épisode de Covid-19 démontre qu'effectivement, il serait important que demain, on puisse maîtriser en France un certain nombre de productions stratégiques dont on aurait besoin en période de crise. Et je trouve que, pour le coup, c'est de faire d'un malheur le moyen de montrer son humanisme. Et le consommateur éminent, c'est une société qui vend au grand public, aux consommateurs. C'est peut-être pas complètement, ça n'a pas été volontaire sur le coup, mais en tout cas, ça démontre aux clients d'éminence que l'entreprise est capable de se mobiliser pour aller dans un geste citoyen, participer à une grande opération de lutte contre le coronavirus. Je trouve ça vraiment très bien fait, quoi. C'est très bien vu. Donc, Éminence c'est vrai que fabriquer des masques, c'est très loin de son activité de base. Mais ils ont réussi à faire la preuve d'une agilité, d'adapter en fait leur machine, d'adapter leur organisation productive aux circonstances, à des circonstances exceptionnelles. Ce que les startups, ce que les entreprises du numérique, qui ne sont pas toutes des startups, attention, sont en mesure de pouvoir faire elles aussi, amener elles aussi. Plutôt que de parler de ces difficultés, tout le monde en a, c'est d'essayer de voir chacun dans votre propre entreprise ce que vous pourriez apporter et qui va vous démarquer, qui va permettre à l'entreprise de faire parler d'elle en disant « Waouh, c'est génial l'idée qu'elle a eue, on peut faire ça ». Elle montre en même temps à ses partenaires financiers, elle montre aux collectivités qui l'ont parfois financée, que l'entreprise est extrêmement réactive et agile. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez sur ce chapitre-là. Moi, je suis persuadé. Alors, oui, donc je veux bien réagir. Catherine Tillous, Machina Corpus. Bon, on n'est pas tous capables de transformer notre activité pour faire des masques. Enfin, donc. Non, je n'ai pas parlé de masques. Non. Là, pour le coup, ça a été des masques. J'ai bien compris. Ouais. Mais par exemple, enfin, donc je comprends bien l'idée
je comprends bien l'idée de rebondir, d'innover, de rebondir positivement. Je trouve que c'est pas facile. Parce qu'on n'est pas tous capables de sortir une activité comme ça innovante au service de cette pandémie. Enfin bon, voilà. Donc quid bien sûr de voilà, si on n'a pas de levier de cette nature-là, qu'est-ce qu'on fait comme communication? Et ensuite, pour revenir sur j'étais d'accord avec Olivier. La difficulté, c'est de se faire entendre alors que tout le monde communique. Ça, c'est vrai que, je trouve que c'est vraiment un exercice compliqué. Moi, je tarde à dégainer ma propre communication parce que j'en reçois tous les jours. Je me dis, qu'est-ce que mes interlocuteurs vont penser d'un énième message qui annonce qu'une énième entreprise essaye de gérer la crise dans un PCA, dans un truc, etc. Enfin, je sais pas. Bon, donc c'est vrai que je trouve difficile l'exercice de quelle communication de plus alors qu'on en reçoit tous les jours. Donc moi, par exemple, pour ma boîte, j'ai toujours pas envoyé de message. Voilà. Donc aujourd'hui, on gère en one-to-one tous nos clients et tous nos projets. Hein, donc ils savent tous qu'on est en continuité, qu'on fait, etc. Bon, mais j'ai pas fait une communication corporate parce que je trouve pas l'élément d'approche. Dans le numérique, une ESN classique de développement sur mesure, voilà, donc quelque chose de très classique. Et ensuite, une autre interrogation, c'est effectivement, j'ai du mal à imaginer écrire une communication un peu légère ou un peu joyeuse. Je me demande si elle pourrait être, voilà, je pense qu'elle pourrait être mal perçue. Et par exemple, alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, par exemple, moi la semaine dernière, j'ai signé un peu en catastrophe une mission pour e-santé Occitanie. Donc e-santé Occitanie, c'est l'opérateur de l'ARS qui met en place la santé numérique en Occitanie. Bien sûr, ces plateformes sont totalement croulent sous la charge des nouvelles connexions. Et un des systèmes d'information, c'est un des systèmes qui diffuse le nombre de lits disponibles sur toute l'Occitanie. Donc la semaine dernière, je me suis retrouvée à dialoguer avec eux, à leur faire une proposition, et depuis lundi matin, nous intervenons pour eux. Je pourrais dire, waouh, ça y est, moi aussi, je participe à sauver des vies parce que je bosse pour e-santé Occitanie. Et ben même ça, j'ai pas envie de le dire, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est difficile de se valoriser, de se vendre, de se rendre positif dans ce climat qui est quand même très plombant et où il y a une telle incertitude, surtout sur la sortie, que voilà. En tout cas, moi, je n'arrive pas à communiquer différemment, légèrement, positivement, commercialement, dans ce climat de très grande communication qui plombe, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Alors si vous pouvez me redonner votre prénom? Donc je m'appelle Catherine, Makina Corpus. Oui. Moi, je pense que c'est assez facile de communiquer pour ce qui vous concerne. C'est surtout pas de dire waouh, on a réussi. En fait, on est dans une situation qui ne nous permet pas de nous mettre en valeur. En revanche, on a le droit de communiquer, de dire qu'on s'est mobilisé comme des fous. Enfin, il ne faut pas l'écrire comme ça, mais on a mobilisé toutes nos ressources, on a travaillé le week-end, on remercie nos salariés, nos équipes d'avoir travaillé tout le week-end pour mettre en place un super projet qu'a lancé c'est e-santé. E-santé. Voilà. À la fois, vous félicitez votre client qui a fait appel à vous d'avoir pris cette initiative et vous félicitez vos équipes d'avoir été réactives et travaillé dessus sans compter les heures, en travaillant même le week-end. Vous voyez, vous valorisez le client et vos équipes. Vous restez, vous voyez, vous êtes en arrière-plan. Vous saluez une belle initiative qui va permettre justement à davantage d'administrer, d'assurés sociaux, de pouvoir accéder à de l'information. C'est génial, ça a été fait. Et vous informez en même temps, en relayant la communication de l'ARS, que c'est en ligne et que ça peut être utilisé. C'est un vrai service rendu. Vous me suivez? C'est un vrai service public.
auquel vous avez participé. C'est ça qu'on va en déduire, mais vous ne vous mettez jamais en avant. Vous me suivez? Oui. Vous avez répondu à une belle initiative de la sphère publique qui a besoin de répondre au maximum aux demandes qui lui sont faites et surtout de pouvoir rassurer et de lever les inquiétudes. Et vos équipes ont été à la hauteur en répondant au défi qui était lancé, celui de rendre service au public. C'est plus du tout la même communication. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui. Je peux peut-être faire un témoignage sur un fonctionnement qu'on a mis en place à l'IMERIR. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Pierre. Ouais. Je travaille à l'IMERIR, école de robotique à Perpignan. Ouais. J'ai voulu participer à ce café visio parce que le concept me plaisait bien déjà. Oui. J'ai copié un peu le concept, on est en train de le dupliquer. Donc, au-delà de la communication, il y a aussi repenser les outils de communication et de marketing de l'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet, je pense. Concernant la communication, en fait, on a plusieurs aspects. Enfin, on a mis en place plusieurs aspects. Il y a une communication institutionnelle, c'est-à-dire que en cas de crise, on doit dire concrètement si l'entreprise est ouverte ou pas. Et pour ça, nous, on a établi à chaque déclaration de l'État des communiqués qu'on relaie sur les réseaux sociaux. Comme ça, au moins, vous devez le faire de toute façon. Voilà. Ça, vous devez le faire pour rassurer déjà vos banquiers, voilà. toute la communication institutionnelle, vos fournisseurs. C'est important. Etc. Je pense, hein, après. Oui. Au niveau des équipes, même si ça sert à rien, si ça sert à quelque chose, mais c'est un peu retape, on fait des visios toutes les semaines pour prendre la température des gens. Alors, on est une petite équipe, on est 10, donc c'est plus facile, mais on peut le faire par service. Ça rassure les gens, on leur demande s'ils vont bien. On ne parle pas forcément que de travail, on parle aussi des gens. Donc, c'est de la communication interne. Donc, il y a communication externe. C'est vrai, en fait, oui, un mot qui est important et qu'on pourrait utiliser dans votre cas, mais que vous devez aussi tous mettre en œuvre dans vos entreprises, parce que cette crise, effectivement, va montrer le visage de son patron, du patron. Et c'est le mot bienveillance. On l'utilise à tort et à travers tout le temps. Là, on a une occasion fabuleuse de montrer que ça n'est pas qu'un mot, mais c'est aussi la manière dont vous vous préoccupez de votre environnement, de vos équipes, etc. On est d'accord. C'est une occasion merveilleuse de changer l'image que certains pourraient avoir de vous. On est d'accord. Et les troisièmes outils de communication qu'on utilise, c'est des clins d'œil. Moi, j'appelle ça des clins d'œil. C'est-à-dire, on remercie Alors, nous, on a des enseignants, hein, on a des apprentis, on a des tuteurs d'entreprise aussi qui jouent le jeu. Et on leur fait des clins d'œil en postant des images des uns et des autres en train de travailler parce que l'activité continue. Différemment, certes, mais elle continue. Et enfin, quatrième point, c'est le dernier. On a des makers, donc des bidouilleurs 4.0, on va dire, dans l'équipe, aussi bien l'équipe de profs que l'équipe d'apprentis, et qui participent à un projet de fabrique de visières. Et là, naturellement, la communication se fait au travers les réseaux sociaux. Mais on n'utilise pas ça pour communiquer. On laisse la communication se faire d'elle-même là-dessus. On n'essaye pas d'en retirer des lauriers parce que ce serait, je pense, malvenu de notre part de… Je ne suis pas sûr. Bon. J'en suis pas sûr. D'abord, on communique dessus, hein, je ne dis pas qu'on communique pas, mais on essaie de le faire de façon pas intéressée. Voilà. Oui, voilà, mais c'est en fait toujours la position dans cette crise-là, c'est la position qu'il faut adopter. Ça, c'est en matière de bonne pratique, c'est vraiment de rester sur une posture de modestie, de service aux autres, de bien montrer ça. Votre image, à long terme, y gagnera parce que vous aurez démontré dans votre environnement immédiat que vous êtes capable, grâce à vos outils, vos technologies, vos façons d'être et votre façon d'être, effectivement, de
de gérer, de rassurer, etc. Et Donc, si on résume, il y a 4 parties. C'est super important. Communication générale, les réunions avec les équipes pour les rassurer, les clins d'œil pour montrer que l'activité est toujours là, mais qu'elle est différente. Exactement. Ça, tous les autres peuvent s'inspirer. C'est une excellente pratique. Et enfin, participer à un projet de communauté qui va essayer, dans la mesure du possible, d'aider les aides-soignantes. Pour la petite histoire, la fabrique, c'est des visières. Hein. On fabrique des visières. Je peux montrer. Oui, vous n'êtes pas les seuls à en fabriquer, mais vous en fabriquez. Ouais, et alors, aujourd'hui, on est dans une situation où il est très compliqué de… Là, voilà. Où il est très compliqué de mettre la main sur ce type de visières qui sont utiles, qui sont indispensables. C'est même mieux qu'un masque. J'ai une question, c'est Olivier, j'ai une question. Merci pour ce témoignage. Je pense que c'était très utile la structuration. Petite question, quelle est la fréquence de communication sur ces 4 que vous utilisez sur ces 4 axes? C'est la question à Laurent Denet ou à Pierre Pour le témoignage que tu as donné, quelle est ta fréquence? Quelle est la fréquence de communication? La communication générale, optimale. Une sorte de communiqué de presse. Le premier, c'est on l'a fait suite à l'annonce de Macron quand il a dit qu'il y avait 15 jours de confinement. Et le deuxième, c'est quand le Premier ministre il a annoncé 15 jours de plus. Donc, on a fait 2 communications. En parallèle, moi, j'ai informé mes élus parce qu'il faut… moi, j'ai des élus à gérer, un président, des élus, et je leur ai fait un communiqué un peu dans le même style pour leur dire « Vous inquiétez pas, on gère, tout va bien, voilà ce qu'on a mis en place ». J'ai décrit un peu ce qui avait été fait. Mais ça, c'est de la communication institutionnelle, c'est un peu différent. Donc, communication générale, 2. Les réunions d'équipe. Par communiqué de presse. Tu l'as fait en communiqué de presse, c'est ça que… Oui, le communiqué de presse, c'est 2, puisqu'il y a eu 2 annonces et il était important, à mon avis, de dire ce qu'on faisait derrière ces annonces. Les communications au niveau des élus et des présidents, c'est le communiqué de presse, mais un peu plus détaillé, on va dire. Concernant les réunions d'équipe, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, le lundi à 14 h, on fait un point. On leur demande si ça va, etc. Concernant les clins d'œil, on essaye d'en faire 2 ou 3 par semaine. Et en plus, on a d'autres… comment dire, on a d'autres news à faire passer, on a des retours d'Erasmus, ça permet de détendre un peu l'atmosphère. On a des jeunes qui sont partis en Finlande, par exemple, il y a 3 mois. Eh bien, on refait un retour en images sur ça. Ça déstresse un peu le contexte parce que parler tout le temps de coronavirus, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Et ça permet de faire un autre clin d'œil aussi. Donc, le clin d'œil sur les gens qui travaillent, d'aérer un peu leur tête. Ce qu'on a réalisé, on poste entre 2 et 3 news par semaine. Et enfin, la fabrique de visières. Alors là, c'est un truc, moi, je ne le fais pas parce que je ne veux surtout pas prendre parti là-dessus et garder ce côté on le fait, mais ce n'est pas intéressé. Et du coup, c'est les makers qui postent eux-mêmes les éléments. Là, c'est en train de monter en puissance. On a eu hier… l'Indépendant qui nous a contactés, il y a France Bleu Roussillon qui en a parlé. Donc, ça monte en puissance, mais là, je ne peux pas vous dire quelle est la fréquence. Ça se fait automatiquement par l'ensemble des contributeurs et des makers. Voilà. J'espère que ça a pu répondre à la question. Oui, et je pense en plus qu'il a répondu, il a donné un exemple, tu viens de donner un exemple pratique de bonne pratique. Et on a exactement la même chose avec Éminence. Il y a aussi toute une communication qui se fait en marge et qui amène en fait par les réseaux, par les communications. Les réseaux sociaux sont très utiles là-dessus. Il a donné toutes les bonnes solutions. Elles ne sont pas valables pour tout le monde, mais en tout cas, dans son cas à lui, il a réussi à trouver la façon de communiquer sainement, parce que finalement, c'est très très important. Essayer de détendre un petit peu, d'apporter un peu de joie, tout bêtement, et en ayant une activité très sérieuse qu'il ne met pas lui en valeur, mais qui est mise en valeur par les makers. Pour Éminence, ce sont les pompiers qui font la promotion de leurs masques, et ça amène des médias que moi, je n'avais pas contactés. On a Challenge qui est rentré en contact avec nous. Moi, je ne les avais
En tout cas, la personne de Challenge qui vient n'est pas celle que j'avais moi cherché à contacter. Je parlais d'Europe 1 tout à l'heure. Europe 1 est venu, je ne les avais pas du tout prévenus. C'est-à-dire qu'il y a un petit buzz qui va se faire. Il ne faut pas perdre de vue que les médias travaillent en production dégradée. La plupart de leurs équipes sont en chômage technique parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain ont besoin qu'on les informe directement pour qu'ils puissent faire des sujets. Leur grand cauchemar, et moi qui suis, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été journaliste pendant 30 ans avant de monter ma boîte. Enfin, si, Emmanuel le sait, puisque j'avais déjà écrit sur lui avant. Et les médias ont besoin de sujets qui vont donner un peu d'air, un peu d'oxygène à leurs lecteurs. On parle de coronavirus du matin au soir. Et comme tu le disais à l'instant, le fait de donner des petits clins d'œil, des petits moments d'aération, de montrer qu'en fait, la France est un pays où les gens sont plutôt sympas et malgré tout, ils pensent aux autres et ils peuvent s'engager, s'investir pour essayer de participer à cette lutte contre l'épidémie. C'est un peu il a résumé ce qu'on devait faire. En fait, lui, c'est pour moi la ruine de mon métier, parce que si vous étiez tous comme lui, je n'ai pas besoin de travailler. Voilà. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question à poser? Catherine? Moi, j'ai encore une question. Je ne veux pas monopoliser, mais j'ai encore une question. C'est plus dans le côté repenser l'activité. C'est une vraie difficulté parce que on le voit, le télétravail, c'est très chronophage et il faut changer complètement, très compliqué, pas complètement les habitudes, mais il faut s'adapter et c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, alors c'est pas une question, mais c'est mon premier retour de cette activité à distance que je découvre au quotidien. Avant, je la faisais, mais de façon temporaire. Oui, marginal. Et le deuxième point, c'est où je me creuse la tête, c'est comment, dans cette nouvelle activité, repenser des services complètement distants. Exemple, ça s'applique à mon activité pour le coup. Bon, les cours à distance, ça n'a pas été très compliqué à mettre en œuvre parce que on avait déjà cette politique-là. Mais en revanche, le recrutement. Les outils, on les avait déjà, donc on n'avait pas de souci. Mais par exemple, la prospection et le recrutement et l'admission des jeunes, on a dû le repenser complètement pour les prochains mois, enfin prochaines semaines qui vont arriver. Et c'est pas si simple que ça en fait. Je vous parlais de l'exemple tout à l'heure qu'on a copié les visiocafés. On est en train de faire des visiocafés pour présenter à des jeunes les spécialités qu'on propose, par exemple. On a trouvé l'idée sympa. Donc, on prend la méthode, moi j'appelle ça la méthode chinoise. On copie les bonnes idées et puis on les adapte à notre activité. Pratique et on les adapte à sa propre activité. Donc, ce n'est pas une question, c'est plutôt un retour. J'aurais bien voulu avoir un visio sur comment, non pas repenser l'activité, mais repenser certains services qui ne peuvent plus être activés en face-to-face, mais qui sont activés en visio ou en distanciel. Et ça, ce n'est pas si simple que ça pour les équipes. Je ne sais pas s'il y a un café visio qui est organisé là-dessus. On va le noter comme oui, on le note. Visio, Comment? On va le noter, Laurent, comme sujet de café visio. De toute façon, on a des programmations pour les 3 prochaines semaines. Ouais. Donc, ok. Apparemment, on a un peu de temps en plus. On pourrait, voilà. Un petit peu, oui. Pierre, est-ce que tu as des exemples de communication que tu pourrais partager avec nous en source d'inspiration, donc communication interne vers les employés, des communications que tu aurais lues et que tu aurais jugées comme particulièrement efficaces et pertinentes,
et des communications vers l'extérieur. Moi, je suis en recherche de ce point-là, surtout après 15 jours de confinement où il y a déjà eu plusieurs séries de communications qui sont parties vers les collaborateurs, vers l'extérieur. Il faut toujours communiquer, mais comme tu as dit, communiquer différemment. Moi, je suis en recherche de sources d'inspiration. Si tu as des exemples à nous partager à toutes les personnes qui participent là à travers Digital 113, je suis preneur. Mon principal exemple, c'est Eminence. Parce que j'ai un peu regardé. S'il y a des emails, s'il y a des sites, enfin voilà, s'il y a des publications sur lesquelles on pourrait s'inspirer, moi je suis preneur. J'ai regardé, j'ai fait un petit peu le tour d'Internet hier pour essayer de repérer ce qui pouvait être intéressant et duplicable. J'ai pas finalement trouvé grand-chose, hélas. J'ai mis, alors attendez, je déplace ça, est-ce qu'on me voit encore? Oui, on me voit encore. J'ai mis ici, sur un dossier Digital 113. Bon, ça, j'avais repéré. Bon, vous aussi, de toute façon, vous pouvez les repérer de la même manière que moi je le fais. Des sujets parus dans quelques journaux, les Échos en ont sorti quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, c'est ton analyse sur ton propre tri. Moi, mon analyse, elle est simple. C'est ce qu'a fait, pour le coup, Eminence, dont la population de salariés, bon, ce sont des ouvrières pour beaucoup, hein, qui ont peur de la contagion, ont peur d'être infectés. Donc, la première chose, c'est vrai que ça a été de dire on va fabriquer des masques pour vous. Et la deuxième, donc, c'est vous mettre en protection et vous pourrez en donner à vos familles, qui était plutôt bien vu. La deuxième, voilà, là, sur ce sujet, 95% des entreprises là, autour de Digital 113, on ne va pas pouvoir communiquer sur ce sujet-là. Enfin, sur ce sujet de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous protéger, etc., dans le numérique, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. En revanche, ce que vous pourriez vous faire, est-ce que vous-même, vous avez essayé d'acheter ou de mettre la main sur des stocks de masques? Bêtement. Mais aujourd'hui, les stocks de masques, ils sont tous réservés par décret pour les populations, pour réserver les populations. Donc, même si je ne peux pas, c'est hors la loi aujourd'hui. Non, mais il y en aura de disponibles dans pas si longtemps que ça, puisqu'il y a des arrivages a priori tous les jours. Au bout d'un moment, ça va. On ne peut pas imaginer que l'État va laisser l'économie à l'arrêt pendant si longtemps. D'abord parce que ce serait une catastrophe économique pour le pays. L'État ne peut pas se permettre ça. Il y a un moment où il sera possible de mettre la main dessus. Donc, dès que ce sera possible, faites en sorte d'être les premiers à en équiper vos salariés. Ça paraît un peu ridicule comme coup de main, mais se préoccuper de la santé de ses collaborateurs, c'est toujours plutôt bien vu. Moi, je disais en préalable que vous maîtrisez pas mal, et là je ne parle pas de communication interne, mais plutôt de communication externe, les outils du numérique qui aujourd'hui sont du coup indispensables dans le cadre du télétravail. Est-ce que vous ne pourriez pas mettre en place une petite fac à l'attention des nuls, de ceux qui ne savent pas l'utiliser, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pour donner les bonnes pratiques en matière de télétravail, les outils que vous utilisez vous et qui ont fait leurs preuves, de manière à simplifier le télétravail dans des entreprises qui n'ont pas l'habitude de le pratiquer. En fait, c'est d'apporter votre savoir, votre connaissance, votre expertise, de la faire partager aux autres secteurs d'activité
en disant, voilà, nous, au quotidien, on utilise ça, ça a toujours bien marché. Vous ne les connaissez pas forcément parce que ce ne sont pas des outils que vous utilisez, vous, tous les jours dans vos entreprises. Nous, on peut... Mais là Pierre, je te coupe. Là, on déborde parce que c'est ni vers nos collaborateurs qui maîtrisent ces sujets, ni vers nos clients qui les maîtrisent aussi. Donc, tu es en train de nous parler d'une communication vers des nouvelles personnes. Vers des nouveaux publics. Donc, pour moi, ça répond pas à ma question. Qu'est-ce que je communique vers mes collaborateurs? Qu'est-ce que je communique vers mes clients? Je peux comprendre l'intérêt. D'ailleurs, c'est ce que tu te dis. On le fait exactement tous à travers Digital 113. C'est l'objectif de Digital 113 que de participer à la diffusion de ces sujets-là. Donc, moi, mon sujet principal, c'est qu'est-ce que je communique vers mes collaborateurs, qu'est-ce que je communique vers mes clients. Encore une fois, s'il y a des exemples que je peux réutiliser, je suis tout à fait preneur comme source d'inspiration. Bon, après, là, tu ne peux pas. Là, tu me fais réfléchir. Déjà de communiquer, de dire bon, on se met en place pour surmonter cette crise et pour faire en sorte qu'on continue à travailler à peu près correctement. Il faut que tu les tiennes informés des clients qui continuent à vous passer commande. Je pense que ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, de dire que l'activité n'est pas complètement arrêtée et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour les relancer, pour faire en sorte que rien ne s'arrête. Que tu as contacté, parce que toi tu as besoin aussi de pièces pour tout ce qui va être objet connecté, non? Pour moi, non. Là, c'était Olivier là, qui parlait. Je pense qu'il faut des objets connectés, Olivier. Mais je voulais juste rebondir dans les 5 dernières minutes qui nous restent, justement, dans notre communication B2B, parce qu'il faut oublier, il y a un maintien d'une activité économique. Il y a toute une communication autour de la crise, en interne et en externe. Mais est-ce qu'on peut continuer, parce que là, on est encore parti pour plusieurs semaines, à faire donc des webinars, des news sur les... Parce que toutes nos entreprises continuent à faire leur R&D, à faire des nouvelles versions de produits, à continuer une activité. Est-ce qu'ils peuvent communiquer sur ces sujets-là? Je voudrais bien faire je sais pas, est-ce qu'on va faire un webinar sur des nouvelles fonctionnalités de produits ou des nouveaux cas d'usage, ou est-ce que c'est opportun, ou est-ce qu'il faut vraiment mettre entre parenthèses ça pendant le temps de la crise? Vous pourriez peut-être au niveau Digital 113 mettre en place une boîte à idées, tu vois, une boîte à idées, c'est-à-dire toutes les solutions qui ont été imaginées par les uns et les autres pour répondre à la crise et dans quelle mesure celles-là peuvent inspirer ou être dupliquées par des adhérents de Digital 113. Ouais, on a fait une page internet là-dessus, Pierre. Vous l'avez? Ouais, on a consolidé une page internet, voilà. Donc des initiatives justement de temps de ce qui est offert souvent par les membres de Digital 113. Du nombre de VPN offerts pour se connecter à distance, des accès gratuits, il y a des outils collaboratifs qui sont... Donc tout ça, on l'a consolidé sur une page. Bon, tu vois, je ne suis pas très imaginatif pour le coup. Non, mais... Oui, après, donc ça, c'est lié à, encore une fois, lié à la crise, comment chacun réagit par ses produits, par ses services, de manière bienveillante. Mais il ne faut pas oublier l'activité. Donc, beaucoup d'entreprises ont besoin de trouver des clients et ils ne peuvent pas attendre 1 mois, 2 mois. Ils ont besoin, les ESN, d'aller trouver des développements. Donc, est-ce que c'est pas manquer justement de bienveillance, d'essayer d'aller chercher des clients qui ont besoin de compétences, même à distance? Oui. Soyez à l'affût de l'actualité. Je repense à l'exemple tout à l'heure de l'ARS qui a en urgence fait appel, c'était à
pas Chloé, où est-elle? Je suis là. Catherine, à Non, Catherine. oui, Catherine. Catherine, c'est moi. Oui. Oui. Ah, c'est toi, oui, voilà, qui a fait appel à Catherine. Peut-être que, bon, là, pour le coup, si vous vraiment regardez quels sont les besoins qu'il y a à ce moment-là ou les difficultés, suivez de très près les secteurs d'activité qui sont périphériques ou proches des vôtres et qui pourraient avoir des besoins urgents auxquels vous pourriez vous répondre. Et ils ne vont pas penser à vous parce qu'ils ne vous connaissent pas. Vous pouvez les appeler parce qu'en fait, ils sont en attente de solutions, complètement perdus parce que c'est un sujet qu'ils n'avaient pas traité jusque-là. Et vous pouvez à ce moment-là être tout d'un coup celui qui va lever, qui va résoudre un problème. Donc, traquer l'information qui paraît dans les journaux, peut-être plus qu'en télévision, pour essayer de voir quels sont les problèmes qui se posent dans des grandes administrations, des grandes institutions, des grandes entreprises, des cliniques ou n'importe quoi, où là, vous pourriez, vous, amener une solution, y aller au culot et le proposer. Je suis persuadé que ça fonctionne. Persuadé. Ça a fonctionné avec Imminence. Il n'avait pas raison qu'il travaille pour les pompiers. Voyez, et pourtant, aujourd'hui, il travaille pour les pompiers. Donc, vous pouvez, de cette manière-là, gagner de nouveaux clients qui sont complètement perdus. Parce que si vous l'êtes, tous ceux qui sont au front le sont encore plus que vous, parce qu'eux, ils sont dans l'urgence de devoir sauver des vies et de devoir prévenir et alerter la population. Donc, si par hasard, vous êtes en mesure de pouvoir répondre en termes de développement à la mise en place d'un outil qui va leur rendre un grand service, surtout, sautez sur l'occasion, faites-le. Et est-ce que c'est un bon conseil? Je pense que ce n'est pas un mauvais conseil. Maintenant, on ne peut pas l'appliquer à toutes vos activités parce qu'elles sont tellement différentes les unes des autres qu'il faut que vous cherchiez dans les domaines où vous pourriez avoir une compétence particulière pour répondre à une situation. Est-ce que j'ai un peu répondu à l'une des problématiques? Oui, oui, non, Oui. oui. Ouais, je pense qu'on a bien Bah, fait je le pense tour. que Ouais. le sujet est compliqué, hein, je veux dire. Non, Non, mais là, on n'a pas fait le tour encore. On n'est pas au bout non, des mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que là, on avait 1 heure. Pierre, tu nous as bien éclairé dessus. En 1 heure, c'est pas évident, c'est un sujet qui est assez complexe. L'objectif, c'était donc d'arriver à donner un peu déjà des axes, de partager aussi des bonnes pratiques. Je remercie Laurent, Olivier, Catherine aussi d'avoir contribué. Ça a permis à chacun d'avoir déjà des axes, des éléments de langage, des étapes pour arriver à se poser après un peu les questions en interne. Bien sûr qu'on ne peut pas apporter les réponses à tout le monde. Chacun a sa communication, a son offre, a son positionnement. Oui. Tout le monde ne peut pas fabriquer des masques, Non, mais bien évidemment. en revanche, oui, en revanche, il y a des conseils qui resteront de toute façon communs à vous tous. C'est qu'aujourd'hui, dans tous les cas, en matière de bonne pratique, vous devrez communiquer de manière bienveillante, humaniste et efficace en disant on rend service aux autres. C'est la manière de se démarquer et de montrer qu'on a un sens citoyen. On est un entrepreneur, il est d'abord et avant tout un citoyen. Et surtout, il peut, par ce biais-là, aussi satisfaire, parce que en prenant une initiative qui va se faire remarquer, ses salariés, les collaborateurs de l'entreprise seront très fiers de travailler dans cette entreprise-là. Et sont très fiers. Vous gagnez en termes de notoriété auprès de vos équipes à des points qu'on a du mal à acquérir au long de l'année, quoi. Donc, ça, c'est important. Ça change le regard sur qui vous êtes.
Et ce regard-là, ensuite, il n'est pas remis en cause parce qu'on sait que dans des situations périlleuses, vous serez toujours le capitaine du bateau. Et d'avoir un capitaine à la tête du navire, c'est quand même super important. Donc, cet humanisme et cette bienveillance, ça, c'est vraiment un point commun qu'il faut pouvoir mettre en œuvre et démontrer. J'ai bien noté ça. Premier point. Deuxième point, moi, du coup, en vous entendant et en vous écoutant, si personnellement je repère un sujet sur lequel une des entreprises de Digital 113 ou Digital 113 tout court pourrait rebondir, évidemment, je ne vais pas me priver de t'appeler, Emmanuel, j'ai ton téléphone. Ou d'envoyer un mail à Chloé ou à... Oui, voilà, pas hésiter à partager en disant, il y a ça. pratiques, on va essayer de consolider oui. pour continuer Il faut, ça. De toute façon, c'est un sujet qu'on va voir peut-être, tous les sujets qu'on met dans les cafés visio, on essaye donc d'avoir une routine pour qu'ils reviennent, parce que forcément, ça évolue hein, entre les premiers qu'on a fait il y a 2 semaines et maintenant, ça a mûri, et les expériences ont changé, on vit finalement une transformation à grande vitesse, et donc dessus, on essaie de partager un maximum par ces moments-là, parce que forcément, en 1 heure, on peut pas avoir toutes les réponses. Le but, c'est que chacun partage sa boîte à outils. Oui, et puis alors, vous avez quand même, et je vais là-dessus vous remonter le moral, vous avez quand même par rapport à l'économie et aux entreprises de l'ancienne économie, puisqu'il y a la nouvelle et l'ancienne, vous avez cette faculté à rebondir, à saisir les opportunités. C'est pour ça que vous êtes tous là. C'est une qualité immense et qui manque en fait à l'économie traditionnelle, qui est plutôt dans la plainte, de dire il faut qu'on nous aide, il faut qu'on ceci, il faut qu'on cela. Vous avez cette capacité à pouvoir profiter, saisir les virages, saisir les occasions qui se présentent, anticiper les marchés. Cette faculté qui vous caractérise, qui caractérise les entreprises du numérique, est une force que vous pouvez mettre à la disposition de votre créativité dans le cadre de cette crise. Et vous démarquez, c'est pas dans le truc, c'est qu'aujourd'hui, la priorité dans la gestion de la crise, c'est de sauver des vies. Ça, c'est une chose. Demain, le problème se posera à d'autres niveaux parce qu'il faudra, on n'est pas encore en mesure d'évaluer les retombées et les conséquences économiques de cette crise, mais il est probable que vous aurez des réponses que vous pourrez apporter, dire on peut faire ça, on peut fonctionner comme ça, on peut ceci, on peut cela. Parce que vous avez cette faculté de rebond que d'autres n'ont pas. Donc il faut que chacun guette l'information, pressente ce qui est en train d'arriver avec son propre filtre professionnel, son propre filtre d'expert pour pouvoir intervenir et avoir une parole utile à ce moment-là. C'est pour ça, Catherine, que je pense que quand on intervient en urgence et qu'on réussit à résoudre le problème qu'une grande institution de santé a, tu es en droit de communiquer si tu le fais, je répète, si tu le fais proprement, en valorisant le client qui t'a commandé ça et en valorisant les salariés, tes collaborateurs qui ont répondu au pied levé à cette commande pour justement résoudre un problème qui est d'ordre public. Mmh. Donc si tu communiques autour de, enfin tu vois, dans cet esprit-là, c'est parfait. Ça peut-être pas faire un énorme papier dans un journal, mais une petite brève qui peut être de toute façon toujours utile parce qu'on aura vu que toi, ton entreprise
aura elle aussi contribué à son niveau à essayer de répondre à un problème qui se posait là, dans l'immédiat. Pierre, Merci, avant Pierre. qu'on clôture, ouais, parce que c'est un créneau de jusqu'à 9h30, beaucoup Oui, il est de choses à 9h37. faire. En tout cas, c'est passionnant. Donc là-dessus, j'avais pensé à un autre sujet sur la communication, certainement qu'on fera dans un prochain Café Visio. C'est une communication sur la reprise. Hein, c'est-à-dire que aussi, à un moment donné, quand normalement on sera… Ça viendra et on l'espère le plus rapidement possible. Exactement, on espère plus rapidement. Et donc là-dessus, ça sera l'occasion de te réinviter peut-être à ce moment-là, si tu veux bien. Remercie tout le monde, remercie Pierre. Donc, et puis bon, rendez-vous demain. Alors demain, Chloé, c'est quel sujet? Si tu as en tête, je t'ai pris poser la colle. Demain. Sur la banque. Anne, tu le sais? Oui, je sais pas, on ne fait pas venir Frédéric Planche pour parler des problèmes de la banque là. Attends. Bon, je sais pas. Donc vous avez reçu tous les agendas. Comment donc n'hésitez pas à regarder. financièrement son entreprise en temps de crise demain. Voilà, donc ça c'est un sujet qu'on revient régulièrement. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. En revanche, moi, Emmanuel et Chloé, vous pouvez me mettre dans la boucle de vos cafés visio. Certains d'entre eux peuvent moi aussi m'intéresser. Oui, mais tout le monde. Avec grand plaisir. Et en même temps, ça me permet aussi d'abord de comprendre les problématiques de chacun. Parce que répondre comme ça dans la généralité, c'est difficile. Mais en revanche, quand tu commences à saisir qui fait quoi. Le Café Visio est vraiment un espace où des bonnes pratiques sont à échanger et à partager. Et ce n'est pas une grande conférence, en fait. Hein. C'est pas le but, ce n'est pas de préparer une conférence TEDx. C'est en 1 heure, on met un espace de temps. Et on est content, en tout cas, que Laurent ait pris le café… le café visio comme exemple. C'est ce qui manquait dans votre café visio. Il manquait le café. C'est pour ça que j'ai pris le café. Parce que quand on dit qu'on fait un café visio, ok, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Tout le monde a son petit café. Il y a les apéros visio. visio. On a notre café. Alors moi, j'avais ma tartine, tu vois, que je n'ai pas encore mangé. Il faut le montrer. Bon, alors je vais vous poser une question à vous. Non, mais c'est trop tard. Oui. C'est un peu tard là, il faudrait qu'on arrête parce qu'en plus on a d'autres réunions. Oui. D'accord, ok. Bon, mais merci Pierre en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, au revoir, merci beaucoup.